avant même qu'un seul électeur n'arrive devant l'urne, les cartes électorales pourraient déjà décider qui prendra le pouvoir aux États-Unis. Et le contraste avec le Canada montre exactement à quel point ce jeu est devenu dangereux. À Washington, quelque chose est en train de se produire et presque personne, en dehors du cercle restreint du Congrès, ne l'appelle par son vrai nom. Le chef du Parti démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a discrètement dit par écrit à ses propres membres qu'ils doivent redessiner les cartes électorales de leur État ou se pousser de son chemin. Il a utilisé l'expression « Massive Democratic Redistricting Counter-Offensive ». Il a envoyé un lieutenant de haut rang à Albany. Il a nommé publiquement 4 États et leur a donné 3 semaines pour lancer un processus constitutionnel qui prend normalement des années. Apparemment, dans la politique de l'ère Trump, la démocratie vient maintenant avec un bouton d'urgence pour redessiner les cartes dès que les chiffres deviennent gênants. Au même moment, juste au nord de la frontière, le Premier ministre du Canada, Mark Carney, finalisait une majorité parlementaire obtenue à la suite d'une élection régulière, régie par des cartes tracées par des commissions indépendantes, sans qu'un seul politicien, nulle part, au pays, ne tienne le crayon au-dessus d'une ligne de circonscription, de démocratie, le même continent, la même semaine, 2 histoires complètement différentes sur la façon dont le pouvoir est décidé. La plupart des médias américains traitent ces événements comme s'ils n'avaient aucun lien. Ils en ont un... Ce qui s'est réellement passé a commencé le 29 avril de cette année, lorsque 6 juges de la Cour suprême des États-Unis ont rendu une décision dans une affaire appelée Louisiana versus Calais. Le vote a été de 6 contre 3. L'opinion a été rédigée par le juge Samuel Alito, et ce qu'elle a fait, en langage clair, c'est retirer l'une des protections les plus importantes de la loi de 1965 sur le droit de vote. Le Voting Rights Act, cette loi, signée par le président Lyndon Johnson il y a 61 ans, était le résultat de décennies de lutte. Des gens ont marché pour elle. Des gens ont été battus pour elle. Des gens sont morts pour elle. Et le 29 avril, la Cour a dit au pays que la partie de la loi qui protège les électeurs issus des minorités contre la dilution de leur pouvoir électoral, appelée section 2, serait désormais beaucoup plus difficile à utiliser devant les tribunaux. Voilà la présentation officielle. Le milieu juridique a utilisé un autre mot. Le Brennan Center a parlé d'un démantèlement. La Hughes et Ketanji Brown Jackson, seule dissidente sur l'une des décisions procédurales, a déclaré que la décision rendait la section 2, selon sa propre formule, presque lettre morte. Le Campaign Legal Center l'a qualifié de l'un des revers les plus lourds pour la démocratie multiraciale en une génération. Ce que la décision a réellement fait, c'est dire aux États qu'ils n'étaient plus obligés de dessiner des circonscriptions à majorité noire ou à majorité hispanique pour se conformer au Voting Rights Act. Elle a relevé le seuil pour les plaignants de couleur qui voulaient contester une carte comme étant racialement discriminatoire. Et elle a fait quelque chose de presque sans précédent dans l'histoire moderne de la Cour suprême. Moins d'une semaine après la décision, le 4 mai, la Cour a renoncé à son propre délai d'attente de 32 jours, la pratique normale qui permet aux tribunaux inférieurs et aux États de se préparer et à finaliser l'opinion immédiatement. Cette précipitation comptait parce que le gouverneur républicain de la Louisiane, Jeff Landry, avait déjà déclaré l'état d'urgence, suspendu la primaire du 16 mai, et demandé à la Cour d'ouvrir la voie à une nouvelle carte. Plus de 100 000 électeurs de Louisiane avaient déjà voté par anticipation. 42 000 bulletins de vote par correspondance avaient déjà été soumis. Ces votes ont été plongés dans l'incertitude. Ce n'est pas ainsi qu'un processus judiciaire normal fonctionne. Voilà la réalité opérationnelle pour un mouvement qui parle sans cesse d'intégrité électorale. Le manuel pro-Trump semble remarquablement à l'aise avec l'idée de traiter des votes déjà déposés comme un simple problème de calendrier.
Et cela a déclenché une réaction en chaîne dans le Sud américain, comme le pays n'en avait pas vu de mémoire d'homme. En quelques jours après la décision, les législatures républicaines de l'Alabama, du Tennessee, de la Floride et de la Caroline du Sud ont avancé à toute vitesse. L'Alabama est en voie d'utiliser en novembre une nouvelle carte qui élimine une circonscription à majorité noire. Le Tennessee a adopté la semaine dernière une nouvelle carte qui vise le dernier siège démocrate encore détenu dans l'État. La Floride a récemment adopté une carte qui cherche à éliminer 4 sièges démocrates. La Caroline du Sud a ouvert une session spéciale visant à découper la circonscription Longtemps, représentée par le député Jim Clyburn, la seule circonscription de cet État où les électeurs noirs forment une pluralité. Des policiers d'État ont dû évacuer des personnes de la tribune de la Chambre du Tennessee le 7 mai, lorsque des manifestants ont tenté d'arrêter le vote. Un groupe bipartisan appelé Issue One a fait les calculs. Ces analystes ont estimé que le redécoupage électoral en cours de décennie pourrait donner aux républicains jusqu'à 12 sièges supplémentaires à la Chambre. Cela suffit à lui seul à changer le parti qui contrôle la Chambre des représentants des États-Unis en novembre. L'équilibre actuel est extrêmement serré. Les républicains détiennent 217 sièges. Les démocrates en détiennent 212. La carte électorale à elle seule, avant même qu'un seul électeur ne touche à un bulletin de vote, pourrait maintenant décider du résultat. À ce stade, le slogan de campagne pourrait tout aussi bien être « Pourquoi convaincre les électeurs quand on peut les déplacer sur papier ?» C'est ce qui rend ce moment si important. La raison pour laquelle la Cour s'est saisie de l'affaire de la Louisiane au départ, c'est que l'État avait dessiné une carte avec 2 circonscriptions à majorité noire en réponse à une décision antérieure qui disait qu'une seule ne suffisait pas. Les juges ont invalidé cette carte comme étant un découpage électoral racial, tout en laissant en place, pour l'instant, le cadre de base du Voting Rights Act. Mais ce cadre est du papier. Ce qui compte, c'est l'effet pratique. Et l'effet pratique, comme l'ont écrit les juges dissidents, c'est que les États qui veulent diluer le pouvoir politique des communautés noires disposent maintenant d'un chemin beaucoup plus facile. Les stratèges républicains ont une autre façon de présenter les choses. Ils soutiennent que la Cour corrige un excès. Ils disent que les cartes dessinées autour de la race sont elles-mêmes une forme de discrimination. Ils renvoient au mouvement plus large de la Cour suprême contre les politiques tenant compte de la race. Dans des affaires comme la décision sur les admissions à Harvard en 2023, voilà l'argument, qu'il soit convaincant ou non, c'est l'argument qui a obtenu 6 voix à la Cour. Et il a déclenché la vague de redécoupage électoral en cours de décennie la plus agressive de l'histoire américaine. Le message est bien ficelé, qualifié l'ancienne protection d'injuste, puis appelé le nouvel avantage justice. Très efficace, presque trop efficace. C'est pourquoi le mouvement de Hakeem Jeffries compte, car le calendrier est essentiel. Pendant la majeure partie de la dernière année, les stratèges démocrates ont observé la poussée républicaine de redécoupage électoral au Texas avec un mélange d'inquiétude et de paralysie. Le Texas a redessiné sa carte l'été dernier à la demande directe du président Donald Trump dans le but de verrouiller des sièges républicains supplémentaires. Rien ne dit mieux la confiance dans les électeurs que de redessiner le plateau avant qu'ils puissent déplacer une seule pièce. La Californie a répondu avec sa propre contrecarte, adoptée par référendum sous le nom de Proposition 50. La Virginie a tenté quelque chose de similaire, un référendum constitutionnel qui aurait donné aux démocrates jusqu'à 4 sièges supplémentaires. Puis, en seulement 13 jours, entre la fin avril et le début mai, la stratégie démocrate s'est effondrée. La Cour suprême a rendu la décision Calais et le 8 mai, la Cour suprême de Virginie, par un vote de 4 contre 3, a invalidé le référendum de Virginie. La Cour de l'État ne s'est pas prononcée sur le caractère juste ou injuste du gerrymandering. Elle s'est prononcée sur la procédure. Les responsables de Virginie, selon la Cour,
avait précipité le processus d'amendement constitutionnel et sauté des étapes obligatoires du calendrier. Les démocrates auraient dépensé, selon les informations rapportées, 80 millions de dollars dans cet effort. Ils l'ont perdu sur un détail technique de calendrier et la Cour a signalé qu'il était très improbable qu'elle intervienne. C'est à ce moment-là que Jeffrey a bougé. Le 11 mai, il a envoyé une lettre à l'ensemble du caucus démocrate de la Chambre. Il a convoqué une réunion pour le jeudi. Il a utilisé l'expression Massive Democratic Redistricting Counter-Offensive. 2 jours plus tard, le 13 mai, la stratégie a fuité. Jeffrey et ses alliés préparaient des plans pour pousser les États contrôlés par les démocrates à mettre de côté leurs règles non partisanes de redécoupage électoral. Ces mêmes règles que les réformateurs de la bonne gouvernance avaient passé 20 ans à mettre en place et à pratiquer le gerrymandering aussi agressivement que les États dirigés par les républicains dans le Sud. La cible est ambitieuse. Le plan consiste à produire une douzaine ou plus de nouveaux sièges démocrates d'ici novembre 2028. Les États nommés sont New York, le Colorado, Washington et le Maryland. Le lieutenant que Jeffrey a envoyé à Albany, le représentant Joe Morell de New York, qui a passé 27 ans en politique d'État, y compris un mandat comme chef démocrate à l'Assemblée de l'État de New York, avait une seule mission, dire aux dirigeants démocrates de New York qu'ils ont 3 semaines pour lancer le processus constitutionnel, 3 semaines pour commencer quelque chose qui, dans la vie politique normale, prendrait des années et impliquerait un référendum à l'échelle de l'État. Jeffrey lui-même a appelé cela le New York Democracy Project. La formulation compte. Il présente un gerrymandering partisan comme une défense de la démocratie elle-même et il a clairement indiqué qu'il est prêt à imposer la discipline de parti. Des sources ont dit aux journalistes que les alliés de Jeffrey préparent une campagne de communication contre tout démocrate qui se mettrait en travers de la stratégie en insistant sur le fait que seuls, selon leur expression, les vrais démocrates sont prêts à riposter. C'est un test de loyauté à l'intérieur du Parti démocrate. Dans une année d'élection de mi-mandat, certains démocrates applaudissent ouvertement. La représentante Terry Sowell de l'Alabama a récemment dit aux journalistes, dans une paraphrase prudente, ici, qu'elle prendrait 52 sièges en Californie si elle le pouvait, et en Illinois. Selon elle, c'est la seule façon de jouer au jeu que les républicains ont commencé. D'autres démocrates sont profondément mal à l'aise. Ils ont passé des années à défendre les commissions non partisanes, les référendums populaires et les règles de bonne gouvernance comme la position morale supérieure. Ils ont dit à leurs électeurs que c'était la bonne voie. Maintenant, on leur demande de déchirer ces mêmes règles. Ce que cela signifie en pratique, c'est que le Parti démocrate ne se contente pas de répondre à un avantage républicain. Il admet publiquement que les garde-fous institutionnels qu'il a défendus pendant une génération ne sont plus viables. Il dit que l'autre camp ne désarmera pas, alors nous ne pouvons pas nous le permettre non plus. Ce n'est pas seulement une décision tactique, c'est un tournant dans la manière dont un parti politique américain comprend les règles du jeu. Et c'est ici que les deux histoires se croisent d'une manière qui devrait inquiéter quiconque se soucie de la santé à long terme de la démocratie nord-américaine. Le système canadien ne fonctionne pas ainsi. Il ne fonctionne plus ainsi depuis 1964. Lorsqu'un gouvernement canadien veut redessiner sa carte électorale, il ne le peut pas. Le Parlement n'a aucune autorité sur les limites des circonscriptions. Le Premier ministre n'a aucune autorité sur les limites des circonscriptions. Les législatures provinciales n'ont aucune autorité sur les limites des circonscriptions fédérales. L'ensemble du processus est géré par 10 commissions indépendantes, une pour chaque province, chacune présidée par un juge nommé par le juge en chef de cette province, avec 2 autres membres nommés par le président de la Chambre des communes. La loi interdit expressément à tout sénateur, en fonction, à tout député fédéral ou à tout député provincial, d'être nommé à l'une de ces commissions.
Il s'agit de la loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, adoptée il y a 62 ans. Avant 1964, le redécoupage électoral canadien était un chaos partisan. Des gouvernements successifs, libéraux comme conservateurs, dessinaient ouvertement les cartes pour favoriser leur propre parti. D'énormes écarts de population entre circonscriptions étaient normaux. Les circonscriptions rurales et urbaines étaient intentionnellement inégales. Autrement dit, le gerrymandering canadien avant 1964 ressemblait beaucoup au gerrymandering américain d'aujourd'hui, puis le Parlement a voté pour céder ce pouvoir à des juges, à des universitaires, à des fonctionnaires, à des personnes qui n'avaient aucun intérêt à gagner la prochaine élection. Le résultat, 62 ans plus tard, c'est que le gerrymandering en cours de décennie est pratiquement impossible au Canada. La carte est redessinée seulement une fois tous les 10 ans. Après le recensement, les limites n'entrent en vigueur qu'après le déclenchement d'une élection fédérale. Le processus prend près de 4 ans du début. À la fin, depuis la répartition initiale par le directeur général des élections, en passant par les audiences publiques dans chaque province, jusqu'au décret de représentation finale publié dans la Gazette du Canada. La plus récente redistribution a commencé en octobre 2020 et il a fallu attendre avril 2024 pour que les nouvelles limites entrent légalement en vigueur. L'élection fédérale de 2025 qui a porté Marc Carney au pouvoir et les élections partielles de 2026 qui lui ont donné une majorité. Ces élections ont été menées sur des cartes qu'aucun parti politique n'a touchées nulle part au pays. Voilà la réalité structurelle. Le moment politique rend le contraste encore plus net. La cote d'approbation du président Trump, selon le dernier sondage du New York Times et de Siena publié le 18 mai, est tombée à 37%. Son taux de désapprobation, selon le même sondage, est de 50%. Un sondage de CNN publié le 12 mai a placé sa désapprobation globale à 66%. Le niveau le plus élevé enregistré dans l'un ou l'autre de ces deux mandats. 64% des électeurs américains désapprouvent sa gestion de l'économie, 69% désapprouvent sa gestion du coût de la vie, 65% désapprouvent sa gestion de la guerre avec l'Iran. Malgré toutes les conférences de presse dorées et les tours de victoire, les chiffres font quelque chose de très impoli. Il refuse d'applaudir sur commande. C'est un président dont le propre parti reconnaît en privé l'impopularité, même s'il ne le dira pas publiquement. Dans des conditions politiques normales, un président impopulaire perd des sièges aux élections de mi-mandat. Le parti, hors du pouvoir, gagne du terrain. Le système se corrige, Zaufkne. Dans ce cas, le système est réécrit plus vite que les électeurs ne peuvent atteindre l'urne. La norme a changé. Les républicains ne gagnent pas la bataille structurelle parce qu'ils ont de meilleures idées ou parce que le public s'est rapproché d'eux ou parce que l'économie s'améliore. Les sondages montrent le contraire. Ils gagnent parce que la Cour suprême a ouvert la voie. Les législatures du Sud ont bougé les premières et les États démocrates qui défendaient les réformes de bonne gouvernance se précipitent maintenant pour démanteler leurs propres règles en état de légitime défense. À Ottawa, rien de cela n'est possible. Non pas parce que les Canadiens sont plus vertueux que les Américains, non pas parce que les politiciens canadiens manquent d'ambition, mais parce que l'architecture institutionnelle construite il y a 62 ans par un Parlement qui avait reconnu le danger de laisser les politiciens dessiner leur propre circonscription ne le permet tout simplement pas. Le Parti libéral de Carney a obtenu une majorité en avril de cette année. Il l'a fait à travers une élection régulière, en tenant compte des passages de députés conservateurs. Peu importe ce que l'on pense des politiques de Carney, peu importe ce que l'on pense de ses accords sur les pipelines avec l'Alberta, de son accord de libre-échange avec l'Indonésie ou de sa reconnaissance de la Palestine,
les cartes sous lesquelles il gouverne n'ont pas été dessinées à son avantage, elles ont été dessinées par des juges, des universitaires et des fonctionnaires dont le seul travail était de rendre les circonscriptions aussi égales que possible en population. Ce qui vient ensuite est la question à laquelle aucun gouvernement à Washington ne répond encore publiquement. Les États dirigés par les républicains continueront de redessiner leurs cartes pendant l'été. Jeffrey continuera de pousser New York, le Colorado, Washington et le Maryland à agir avant l'élection de novembre. Les deux camps continueront d'appeler leurs propres efforts une défense de la démocratie et les efforts de l'autre camp une trahison de celle-ci. Les slogans seront polis, les cartes seront découpées et d'une manière ou d'une autre, chaque conférence de presse insistera pour dire que tout cela est fait pour les électeurs des groupes de défense des droits civiques, dont Black Voters Matter, ont déjà annoncé une journée nationale d'action. Des poursuites seront déposées, certaines cartes seront contestées, certaines seront maintenues, certaines élections se tiendront sous des limites qui n'existaient pas 3 mois plus tôt. Les élections de mi-mandat aux États-Unis sont maintenant à moins de 6 mois. L'élection présidentielle de 2028 est dans 2 ans et demi. D'ici à ce que les électeurs américains soient appelés à choisir, la carte sous laquelle ils choisiront pourrait avoir été redessinée 3 fois au Canada. La prochaine élection fédérale se tiendra sur la même carte dessinée par les mêmes commissions indépendantes et aucun dirigeant politique à Ottawa, ni Carney, ni le chef conservateur, ni le chef des néo-démocrates, n'a l'autorité de la changer. Voilà le contraste. Le système bruyant dans lequel le pouvoir est redistribué à toute vitesse par le camp qui bouge le premier, et le système discret dans lequel les règles ont été établies il y a longtemps et où personne n'est autorisé à les réécrire au milieu de la partie. La question de savoir si le système le plus bruyant peut se corriger lui-même ou s'il continuera simplement de s'intensifier jusqu'à ce que la confiance s'effondre entièrement est celle que personne à Washington ne veut poser à voix haute, mais la réponse compte. Parce que ce qui arrive à la démocratie américaine dans les 2 prochaines années et demie ne restera pas à l'intérieur des frontières américaines. Le Canada regarde, l'Europe regarde, et le monde commence à remarquer quel modèle fonctionne encore